Bonjour, rebonjour. Mon nom est Denise Côté, j'ai le plaisir d'être la directrice scientifique de l'Oréga. Et nous avons le plaisir de vous présenter ce midi une conférence de Mme Marie-Pierre Boucher, qui est professeure en relations industrielles, sociologue, dont la thèse portait sur le revenu minimum garanti, qui a travaillé aussi sur d'autres sujets, dont l'impact de la mondialisation sur le travail des femmes et sur le travail du sexe, où elle a coproduit un livre sur ce sujet. Alors, je vous la laisse et elle vous parlera aujourd'hui du salaire au travail ménager, en fait, qui a été une des revendications des années 70 et qui a été rebaptisée depuis, je crois. Enfin, je te laisse nous mettre à jour sur cette question-là. Alors, Marie-Pierre Boucher. Alors bonjour, oui, donc le titre était visiblement obscur et provocateur, là, payer pour rester à la maison. L'idée étant vraiment de mettre en parallèle deux types de propositions, à savoir la proposition féministe des années 70, surtout celle pour revendiquer un salaire au travail domestique, et en parallèle avec la revendication pour un revenu minimum garanti, ce qui me permettait de faire donc à la fois le lien entre ces deux idées, d'en faire une analyse féministe, puis d'en faire une lecture historique jusqu'à aujourd'hui pour voir qu'est-ce que ça induit comme question et comme perspective d'émancipation féministe, par exemple. Donc, je vous présente en fait des réflexions qui sont, disons, à une étape préliminaire, dans la mesure où je pensais pas que c'était aussi riche que ça comme contenu et comme débat. C'est-à-dire que bien sûr, il y a une étudiante à la maîtrise en histoire qui vient de déposer un mémoire de maîtrise sur les revendications féministes au Québec dans les années 70-80 sur le salaire au travail ménager, qui a donc mis en évidence à la fois le fait que cette partie des luttes féministes québécoises de la deuxième vague avait été assez occulté par l'historiographie, c'est-à-dire que on avait retenu des luttes de cette époque-là, surtout celles, par exemple, pour le droit à l'avortement ou pour à certains égards la violence conjugale et pour l'égalité, mais peu, justement, cette importante revendication qui a quand même été transversale à l'ensemble du mouvement féministe, peut-être plus matérialiste, mais qui a quand même donné lieu à des réflexions plus institutionnelles au début des années 80. Bref, cette étudiante a révélé que cette revendication était, passée inaperçue, mais qu'elle avait été pour vrai transversale au mouvement féministe. Et en parallèle, dans les mêmes années, c'est-à-dire dans les années 70, 80, surtout 70, mais il y a au Canada et au Québec un ensemble de réflexions sur le revenu minimum garanti. Là, il faut savoir que le revenu minimum garanti, que ces réflexions-là arrivent alors qu'on vient d'implanter la loi sur l'aide sociale en 1969, à la suite de grandes réflexions du rapport Boucher sur la persistance de la pauvreté dans des pays prospères, avec donc, rapport Boucher, commission Gaston Guay-Neveu, qui va donner lieu aussi, au régime de rente, à la consolidation du système de protection sociale québécois et canadien, là, vraiment à la fin des années 60. Donc, c'est tout récent qu'on vient de, si vous voulez, de enfin comme terminer la mise en place de l'État social canadien, et on se met d'emblée dans une panoplie de réflexions sur le revenu minimum garanti, là, aussi bien donc au fédéral qu'au Québec. Au fédéral, il y a 7 rapports qui en parlent. Au Québec, il y en a 4. Donc,
on continue de se dire, oui, mais peut-être qu'il y a des lacunes à ce qu'on vient d'implanter, peut-être que c'est complexe, peut-être qu'il faudra encore uniformiser. Il semble y avoir des signes que ça va coûter de plus en plus cher, cette protection sociale. Le chômage commence à augmenter. Donc, est-ce qu'il faudrait pas réfléchir à peut-être implanter un revenu minimum garanti? Et la réflexion, se poursuit là, jusque vers la fin des années 70, puis là, en 78, on sait qu'elle disparaît, mais qu'elle réapparaît en 1985 là, avec la commission McDonald. Et puis du coup, la question que j'avais, c'était est-ce que aussi bien la revendication féministe pour le salaire au travail domestique que les discussions sur le revenu minimum garanti se sont rencontrées, se connaissaient et la réponse est oui. Et du coup, je suis dans ce moment de la recherche où je me dis, non seulement elles se connaissaient, mais il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup plus que ce que moi j'en pensais. En tout cas, j'ignorais complètement que les discussions se recoupaient. Ce que je vais signaler, c'est que on est dans un moment à la fois de la réflexion sur les politiques sociales, de la lutte féministe, et c'est une conjonction qu'on retrouve pas juste au Québec. Par exemple, on retrouve en Angleterre un groupe de défense des droits des personnes à la cité sociale, un groupe très roots, donc roots qui veut dire un groupe de base, de femmes assistées, beaucoup de milieux défavorisés, populaires, qui décident de faire de l'action directe, notamment pour réclamer affirmer leurs droits, réclamer leurs prestations, et qui, dès les années 70, dans le cadre de congrès féministes et dans le cadre de la consolidation de cette association de défense des droits des personnes à la cité sociale, on les appellerait comme ça ici, revendiquent un revenu minimum garanti en disant qu'elles héritent de l'idée du salaire au travail domestique, mais qu'à la différence de l'idée pour le salaire au travail domestique, elle ne veut pas confiner les femmes à l'espace domestique et qu'elle considère que le revenu minimum garanti est une mesure beaucoup plus qui est susceptible de moins reproduire les préjugés à l'encontre des activités typiquement féminines. Et donc, dans les années 70, en Angleterre, la proposition est discutée dans une perspective féministe. La question, c'était, est-ce que c'était pas le cas aussi au Québec? Et on se rend compte que il y a pas dans les années 70 de réelle convergence entre ce que je dirais être la revendication en fait, les discussions sur le revenu minimum garanti viennent plutôt des institutions officielles, donc des rapports de commissions d'enquête, etc. Donc, on dirait que c'est une perspective très top-down, au contraire de la revendication pour le salaire au travail domestique, qui, elle, est vraiment portée par des féministes plus radicales, donc une perspective plus bottom-top, mais qu'à partir des années 80, les deux types de discussions, de revendications vont se rencontrer. Fait que là, je commence réellement en faisant quand même des définitions élémentaires. Qu'est-ce qu'on entend par revenu minimum garanti? Qu'est-ce qu'on entend par salaire au travail ménager? Donc, le revenu minimum garanti serait un revenu d'un montant plus ou moins élevé, retenons qu'à mon avis, serait relativement peu élevé, pas suffisant en tout cas pour assurer une subsistance convenable, mais dans la revendication de ces femmes-là en Angleterre, de ces allocataires militantes. L'idée, c'était de pouvoir atteindre un revenu convenable, mais toujours est-il en tout cas que c'est un revenu plancher, socle, minimum, inconditionnel, c'est-à-dire
peu importe les autres revenus, peu importe votre situation familiale, peu importe votre âge ou peu importe votre rapport au travail ou voir vos situations de handicap, inconditionnalité qu'il faudrait par ailleurs discuter à plein d'égards, c'est-à-dire pour vrai, sans égard à l'âge, sans égard au handicap et sans égard aux autres revenus, c'est-à-dire que l'idée étant toujours quand même de financer la mesure en récupérant chez les personnes mieux nanties la part, si vous voulez, de ce revenu dont eux, ils n'ont pas besoin pour assurer leur existence parce que par ailleurs, elle est assurée autrement, soit par leur salaire ou par leur héritage ou leur rente ou leur... quelle que soit la rente qu'ils peuvent toucher, est strictement individuel, c'est-à-dire qui ne tient pas compte de la situation familiale. Et donc, qui est universel dans ce sens que les personnes y ont droit, qu'elles soient en couple ou avec ou sans enfants, en fait, etc. Et c'est ce qu'on retient dans une perspective féministe, c'est-à-dire cette idée que il y a là un lien avec la revendication pour le salaire au travail domestique dans la mesure où ça assure l'indépendance des femmes relativement au salaire du pourvoyeur. Et donc, ça mettrait un terme à cette élaboration du système de protection sociale à partir des années 20, 30, jusqu'aux années 80, où on prend pour acquis que le mari apporte le salaire qui est suffisant pour faire vivre sa femme et ses dépendants, puis qu'il y a un partage qui se fait à l'intérieur du foyer. Mais ça reconduit, si vous voulez, l'assignation des femmes au travail gratuit et à la dépendance à leur conjoint ou pourvoyeur. Donc, qu'est-ce que la revendication pour un salaire au travail ménager, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est-à-dire ce que moi j'ai souvent pensé, c'est pas un salaire pour à proprement parler, rémunérer les femmes pour les activités domestiques. C'est dans une perspective radicalement révolutionnaire, on va dire comme ça, quand c'est amené, enfin, c'est réamené, c'est popularisé dans les années 70 à partir des groupes autonomistes italiens, donc notamment Silvia Federici, dont on peut voir dans ce livre la republication, la réédition de cet article de 1970, si je ne me trompe pas. Donc, Wage Against Housework, donc salaire contre le salaire, contre les activités domestiques, salaire permettant, dans une perspective tactique et stratégique révolutionnaire, de mettre en évidence par le biais de cette revendication l'invisibilité des tâches domestiques dans le but d'abolir, si vous voulez, l'assignation naturalisante des femmes aux activités de reproduction, aux activités de soins, aux activités aux tâches ménagères. Donc, revendication qui vise à rendre visible dans une perspective de dire vous pensez qu'on fait ça parce qu'on est naturellement conçu pour s'occuper des autres, alors que c'est comme n'importe quel travail. Ça suppose la socialisation, ça suppose des savoir-faire, etc. Donc, l'idée de les salariés, c'est de rendre visible la dynamique de production sociale de cette assignation des femmes à la sphère domestique et de fermeture de cette assignation en prétendant que c'est naturel, qu'elles le font parce que c'est leur destinée. Donc, la revendication était stratégique dans ce sens-là. C'était l'idée de dire, si on demande un salaire, ben on rend visible et ce qu'on veut à terme, c'est abolir cette production de rôles sexués. Donc, on a une perspective
radicale d'abolition qui a plus ou moins été comprise comme ça parce que on se retrouve dans les années 70, on sait qu'on c'est la période de toute façon des analyses radicales aussi bien en termes de marxisme, en termes de féminisme, en termes de lutte pour les droits des personnes racisées, notamment aux États-Unis. Donc on est dans une période où on s'autorise des lectures radicales, mais pour ce qui est du mouvement des femmes, donc au Québec, la réception de cette revendication, elle est relativement mitigée parce que on craint la reconduction de l'assignation des femmes à la sphère domestique et on est plutôt dans une période où progressivement on va avoir une entrée des femmes dans le travail salarié. Donc, si je prends maintenant une perspective historique longue en disant, bon, dans les années 70, il y a eu cette discussion dans les milieux féministes québécois, surtout les milieux, disons, qui portaient une analyse radicale, matérialiste de l'assignation des femmes à la sphère domestique. Donc, ces groupes-là portaient cette revendication-là, mais avaient de la difficulté à l'étendre, à la populariser. Progressivement, on sait que les femmes pénètrent de plus en plus le marché du travail, et notamment les femmes qui ont des enfants. Et petit à petit, le relais est pris par, disons, une perspective plus institutionnelle qui rejoint justement les réflexions sur les réformes néolibérales des systèmes de protection sociale. Là, je me retrouve dans les années 80 où on commence à se dire, bon, très bien, la période de prospérité est terminée, il faut à la fois repenser les systèmes de protection sociale et on a un essoufflement du régime fordiste avec la croissance là, des taux de chômage importants et du coup on a cette conjonction donc d'entrée des femmes sur le marché du travail, de peut-être que la protection sociale coûte trop cher et d'essoufflement du fordisme avec, on le sait maintenant, avec le début de la stagnation des salaires du principal pourvoyeur et donc l'idée en soi que le revenu du principal pourvoyeur suffira pas à faire vivre la famille et les dépendants. Et c'est dans ce contexte-là que des féministes se ressaisissent de cette réflexion sur le revenu minimum garanti, mais ayant lâché, si vous voulez, la perspective d'abolir l'assignation des femmes à la sphère domestique, pour se dire, est-ce que cette revendication-là serait porteuse de perspectives qui pourraient être à l'avantage des femmes? Donc, ce que ça fait, si vous voulez, le revenu minimum garanti à partir des années 80, c'est que ça favorise, quoi qu'on en dise, l'activité salariale. C'est-à-dire qu'on a, qu'on le pense par rapport à l'aide sociale ou qu'on le pense par rapport aux allocations familiales, on a un revenu plancher auquel peut toujours s'ajouter un revenu salarial. Et ce qu'on constate effectivement, c'est que ce qui est encouragé, aussi bien à partir des années 70 que dans les réflexions sur l'implantation d'un revenu minimum garanti, ce qui fait convergence dans la société, c'est que l'émancipation passe par le travail salarié. Et on arrive avec les jeunes féministes, pour conclure cette présentation très, très brève, on arrive avec les jeunes féministes en 2015, des jeunes féministes québécoises qui ont été rencontrées par je me souviens plus de son prénom, Annabelle Siri, oui, qui a questionné donc les jeunes féministes en disant, bon, vous avez hérité des luttes des années, des féministes de la deuxième vague, comme on les appelle, luttes qui
nonobstant le brouhaha supposément sur la revendication du salaire au travail domestique, ce qu'elles voulaient comme perspective d'émancipation, ces femmes-là, c'était de rentrer sur le marché du travail et d'acquérir leur indépendance par le biais du travail salarié. Vous avez hérité de ça, vous vous retrouvez donc en 2015. Que pensez-vous des défis qui attendent les féministes et que pensez-vous de l'héritage que vous avez reçu de ces femmes-là? Et ces jeunes filles, je présume, ces jeunes féministes disent, ben on est contente d'avoir hérité, mais en fait, elle continue de dire, écoutez, la division sexuelle du travail s'est maintenue. C'est-à-dire que l'assignation des femmes aux tâches de reproduction s'est maintenue. Il y a toujours invisibilisation du travail qui s'effectue dans la sphère domestique. Ça a toujours des impacts sur le partage, sur le travail salarié. Donc, pas de partage équitable des tâches domestiques, bien qu'on sait que ça commence à bouger. Reconduction de ces effets dans la sphère salariée avec, salaire moins élevé, plus de travail à temps partiel, etc. Puis, elles disent, il faudrait quand même que on arrive à... C'est-à-dire, à la fois, est-ce que c'était si émancipateur que ça, le travail salarié? Elles ont un petit doute. Et est-ce que il faudrait pas valoriser aussi les tâches domestiques? Et elles examinent à cet égard-là, notamment une idée qui pourrait être celle du revenu minimum garanti comme étant un revenu qui pourrait permettre la reconnaissance des activités domestiques. La question serait de savoir si, dans cette longue perspective historique, le revenu minimum garanti peut permettre de maintenir une dynamique émancipatoire dans une perspective féministe. À certains égards, la mesure n'est pas sans avantage, notamment parce qu'elle est individuelle, mais elle ne suffirait pas, comme d'autres le disent, à inscrire le partage des tâches domestiques au sein du foyer. Et c'est un revenu qui est relativement faible, donc il fait pas à lui seul il remplit pas le but d'égaliser les conditions entre les hommes et les femmes. Je terminerai là-dessus dans la mesure où il y a encore beaucoup de choses à dire, mais que je pourrais vous laisser de la place pour des questions et des discussions sur ces deux enjeux-là. Merci, Marie-Pierre. Alors, un petit bel applaudissement.